Imaginons que vous êtes égaré dans un drôle de métro parisien. Ce métro se déplace complètement aléatoirement et il est impossible à travers la vitre de voir dans quelle station vous vous trouvez. Vous cherchez à rejoindre Nation dans le temps le plus rapide possible. Comment procéder? Représentons-nous cette situation par un dessin. Ici, dans cette version simplifiée, il y a 8 stations. Vous commencez à une station aléatoire, disons Saint-Lazare, et vous n'avez le droit d'effectuer que 2 opérations différentes. La première, c'est de sortir de la station. Cela vous prend 5 minutes et vous vérifiez si vous êtes bien à Nation. La deuxième, c'est de rentrer dans la rame de métro qui va se déplacer aléatoirement vers une station adjacente. En l'occurrence, cette fois-ci, elle a choisi d'aller à Châtelet. Ce temps de trajet vous prend 1 minute et est appelé l'update cost. La question que je vous pose désormais est: quelle est la meilleure stratégie? Comment rejoindre Nation le plus vite possible? Devriez-vous descendre à chaque fois que vous arrivez à une nouvelle station ou attendre un moment avant de le faire? Si vous devez attendre, combien de temps devez-vous attendre? Pour répondre à cette question, nous avons besoin d'un peu plus de précision sur comment se déplace notre métro. Nous allons représenter par des probabilités la chance qu'il aille d'une station vers l'autre. Dans cet exemple, on distingue 2 groupes de 4 stations qui sont très bien reliées entre elles. En effet, elles ont environ toutes 50% de chance d'aller vers leur voisine. Cependant, entre ces 2 blocs, le bloc de gauche et le bloc de droite, la probabilité de passer de l'un à l'autre est très faible. Il faut aller à Châtelet, et il y a seulement 2% de chance à ce moment-là d'atteindre République, et du coup de pouvoir atteindre Nation. Le nombre moyen de déplacement effectué par notre métro avant d'atteindre sa cible Nation est appelé le hitting time. Dans notre exemple, il est assez facile à calculer. On peut montrer qu'il vaut environ 200, c'est-à-dire qu'il faudra 200 trajets avant d'aller à Nation. Si on opte pour la stratégie naïve qui consiste à sortir à chaque étape pour vérifier si on est bien à Nation, le temps total que cela nous prendra est cette quantité, 200, multiplié par le temps de sortir et le temps d'aller vers un nouvel arrêt, 5 minutes et 1 minute. Donc au total, 1200 minutes. On perd beaucoup de temps dans le processus car on vérifie à chaque fois, on sort de la rame pour voir si on est au bon endroit. La meilleure stratégie serait de vérifier uniquement une fois toutes les 25 stations et on prendrait beaucoup moins de temps, 240 minutes. Cette petite énigme est un exemple d'un problème mathématique et d'informatique théorique bien connu, le Local Search Problem. Dans ce dernier, en réalité, on ne s'intéresse pas vraiment à un métro aléatoire, mais à un objet plus générique qu'on appelle un graphe. C'est juste un ensemble de points reliés par des arêtes, les petits traits que vous voyez entre les points. Ces graphes représentent une multitude de concepts en informatique. Un réseau social, par exemple, peut être vu comme un graphe où chacun des utilisateurs est relié à ses amis. Le local search peut être utilisé dans ce contexte-là, mais aussi en logique, où on peut chercher parmi des séquences de bits lequel remplit une certaine condition. Lorsqu'on ajoute aux arêtes de ces graphes des probabilités, on obtient une marche aléatoire, c'est-à-dire qu'on peut faire se déplacer un agent aléatoirement sur les arêtes de ce graphe. C'est un objet mathématique qui a également été beaucoup étudié. Voyons sur un exemple comment évoluent les probabilités lors d'une marche aléatoire. Ici, les couleurs indiquent la probabilité que l'agent se trouve à cet endroit-là. Il commence sur un nœud et après une étape se divise entre les 2 nœuds d'à côté. Une étape encore supplémentaire et ça se divise à nouveau. Si on laisse passer un laps de temps assez long, on voit que au début, notre marcheur est quand même principalement à gauche. Les couleurs sont plus claires. Mais petit à petit, la couleur bleue qui désigne une probabilité basse s'uniformise jusqu'à recouvrir tout le graphe.
Lorsqu'on étudie une marche aléatoire, on appelle cette distribution de probabilité la distribution stationnaire, parce que les probabilités ne changent plus, même si on continue à marcher. Ici, tous les mêmes sommets ont la même distribution stationnaire qui est d'environ un quinzième. Je peux maintenant vous expliquer en quoi consiste la stratégie optimale. Il va falloir attendre un certain temps, qui est tout juste égal au heating time dont j'ai parlé tout à l'heure, multiplié par la distribution stationnaire. Dans notre exemple, le heating time valait environ 200. La distribution stationnaire, globalement 1/8 car on a 8 sommets, ce qui nous fait un temps à attendre d'environ 25 stations avant de sortir pour vérifier où on est. Cette stratégie est optimale dans le cas classique, c'est-à-dire sur un ordinateur normal, mais en utilisant un ordinateur quantique, on est capable de faire beaucoup plus. Laissez-moi vous expliquer la différence entre l'aléatoire d'une part, ce qu'on vient de voir, comment marcher aléatoirement, et d'autre part, une marche quantique. La principale différence va être que les marcheurs quantiques vont pouvoir interagir entre eux, alors qu'avec l'aléa, les deux ne peuvent pas communiquer. Voyons ça sur un exemple. Dans le cas aléatoire, prenons dans les deux cas un graphe très simple, juste une ligne. On commence avec un marcheur qui a 100% de chance d'être au milieu. On va représenter son déplacement par un lancer de pièces qui correspond à cette table. Que la pièce vale 1 ou 0, il la lance et obtient avec une chance sur 2, 1 ou 0. S'il obtient 1, il avance vers la droite. S'il obtient 0, il avance vers la gauche. On se retrouve donc rapidement dans une configuration où il a 50% de chance d'être à droite et à gauche. Dans le cas quantique, ce lancer de pièces ne crée pas de l'aléa, mais une superposition d'états. C'est-à-dire que l'état de notre marcheur sera superposé entre être à droite et être à gauche. On remarque que la seule chose qui change dans la matrice, c'est que lorsqu'on lance une pièce qui est sur 1 et qu'on réobtient 1, on ajoute un signe moins 1, qui sera représenté en rouge. On a fait avancer rapidement quelques étapes du côté aléatoire. Voyons si dans le cas quantique, tout se passe pareil. On peut voir que deux marcheurs se sont réunis au centre dans le cas quantique. L'un possède une pièce 1 et l'autre pièce 0. Lorsqu'il lance la pièce 0, il crée une superposition complètement jaune de 0 et 1. Mais celui qui possède la pièce 1 crée une superposition rouge en 1 et jaune en 0. Les deux 1 sont alors de couleurs différentes et le phénomène d'interférence quantique va faire qu'ils s'annulent tous les deux, ne laissant au centre plus qu'un marcheur avec une pièce 0. La distribution de probabilité qu'on pourra observer par la suite sera complètement débalancée car le mouvement aura eu lieu que vers la gauche. Cet exemple illustre bien comment l'interférence quantique peut être utilisée pour amener des comportements différents. En utilisant habilement ces changements de signes, on peut créer des algorithmes quantiques bien plus performants que les algorithmes classiques. Un des exemples les plus classiques est l'algorithme de recherche de Grover, qui permet de trouver un élément parmi n en seulement racine de n étapes, alors que classiquement, il en faudrait n. Revenons à notre exemple. On avait vu qu'avec la stratégie naïve, on mettait environ 1200 minutes, et en ne checkant qu'une fois toutes les 25 stations, 240. En utilisant une technique proche de l'algorithme de Grover spécialisé pour les marches quantiques, on peut réduire ce temps en mettant une racine carrée sur 240 et on obtiendrait alors un temps de seulement 15 minutes. Cette vidéo est basée sur les papiers de Frédéric Magnez et Simon Appers. Je vous invite à les lire si vous souhaitez comprendre les détails formels derrière comment chercher avec des marches quantiques. Si vous voulez commencer à vous renseigner
sur l'informatique quantique, je vous recommande le livre Quantum Computation and Quantum Information